Bonjour. Et une autre fois, je suis très contente d'être ici avec vous, invitée par Claude. Je le remercie beaucoup. Ici, j'aime beaucoup parler le français, même si ce n'est pas ma langue, je ne le parle pas parfait. Mais j'aime beaucoup ce pays. C'est mon deuxième, comment on dit, pays. Et ma deuxième patrie. J'aime beaucoup la France. Et maintenant, on va parler du maniement de stress et prévention du burn-out. Vous savez que les professionnels de la santé, spécialement ceux qui travaillent avec la douleur, sont avec les gens qui travaillent en sécurité publique, les gens qui souffrent plus de stress et de burn-out. Vous savez? Et ça, c'est pourquoi? Le stress est des mal de notre temps. Tout le monde a le stress et des fois, je trouve que c'est même prestigieux d'avoir le stress. Si vous avez le stress, ça veut dire que vous êtes très important, vous avez beaucoup de décisions à prendre. Et vous faites, ces décisions vont avoir une conséquence importante. Si? Et des fois, on parle de stress et on parle de n'importe quoi. Et on met sous le titre de stress quelque chose qui se passe et qui nous gêne, n'importe quoi. Ici, aujourd'hui, on ne va pas donner une définition de stress, mais on va parler des différents facteurs qui interviennent et surtout qui font que cet stress puisse se transformer dans le burn-out. En espagnol, ça s'appelle syndrome de fatigue professionnelle chronique. C'est très important, hein? Syndrome de fatigue professionnelle chronique. Et j'espère qu'en faisant conscience des différents facteurs, vous pourriez avoir des idées pour l'éviter dans la vie quotidienne. Et pas cet après-midi, mais samedi matin, vous auriez chance, ou dans l'atelier de Nicole qui va donner des idées pratiques, ou dans un atelier d'apprendre des techniques pour les manier, pour l'éviter. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Le stress fait partie de nos mécanismes de survie qu'on partage avec les animaux. Qu'est-ce que c'est le stress pour un animal? Il y a pas les animaux domestiques, les pauvres ne savent pas les manier, mais un animal sauvage, par exemple un lièvre, qui est dans la campagne en train de manger tranquillement, et tout d'un coup, elle entend un bruit. Et elle se stresse. Se stresse veut dire qu'elle ne sait pas qu'est-ce que c'est ce bruit, si c'est un péril. Et ce stress veut dire que tout son corps commence à marcher, on dit sur-révolutionner, comme un moteur qui mange à tout ce qu'il peut. Et alors, pourquoi? Parce qu'il est prêt pour donner courir ou partir le plus vite avec tout ce qu'il a pour sauver la vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces lièvres se rendent compte que c'était pas un risque, il n'y avait pas de risque, que c'était pas un péril? Elle se détente. Se détente veut dire qu'elle commence à manger une autre fois tranquillement et veut dire que son corps rentre à son fonctionnement normal. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? On a les mêmes mécanismes. La première partie, c'est comme si ce mécanisme était cassé, parce que la première partie, ça marche très bien. Pour nous, les situations de péril sont pas arriver à une réunion, pas payer une dette, avoir des problèmes avec le chef à l'hôpital ou n'importe où. Bon, la première partie du mécanisme rentre très bien. Mais après, une fois, quand les Chinois disent qu'il y a deux types de problèmes, les problèmes qu'on peut solver, les problèmes qui n'ont pas de solution.
si on a des solutions, et très souvent nous avons des solutions, même avec la technologie qu'on a. Si on est en train d'arriver tard, on peut toujours faire une liaison par le mobile. Si on a eu un problème, on peut parler, expliquer, etc. S'il y a une dette, il y a des manières de s'endetter pour payer ses dettes. C'est d'endetter d'une manière différente. Bon, une fois qu'on a la solution, on continue à stresser. Vous savez pourquoi? C'est comme si la deuxième partie de ce mécanisme ne pourrait pas rentrer. Parce qu'il y a une autre partie à nous qui veut aider en répétant, qu'est-ce que je vais faire? Il va se fâcher parce que je n'arrive pas, mais qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à avoir l'autre prêt ou si je ne peux pas le payer après? Il y a une partie, notre partie rationnelle, qui, en voulant aider, nous empêche de nous détendre. C'est comme si il y a une partie à nous qui est le corps qui dit voilà, on a une solution, c'est le moment de commencer à fonctionner bien une autre fois. Et l'autre partie qui dit nous, continue à chercher des solutions. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Viviane, on habite dans un monde où le rythme de vie est assez rapide, alors immédiatement vient un autre péril, un autre, et on se stresse, et on n'arrive pas à se détendre. Et alors, on continue comme si c'était un bouton d'un timbre collé qui n'arrête pas de sonner. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que si on a déjà la solution, calmer cet esprit rationnel, lui dire merci beaucoup parce que tu veux nous aider, mais voilà, c'est le moment de se détendre. Et quand je dis ça, je parle sérieusement, parce que parler à une partie à nous, c'est faire une dissociation et rentrer dans un état de transe, et alors ça fonctionne de parler à une partie à nous. Et encore plus si on l'imagine. Pourquoi on passe au burn-out? Burn-out veut dire que c'est brûlé par dedans. On passe peut-être parce qu'on choisit une vocation, un travail, parce qu'on voudrait aider les gens. On voudrait sauver des vies, on voudrait aider les gens à être mieux. Et on arrive à travailler après l'université, et on trouve que les choses ne sont pas comme on voudrait. Peut-être il y a beaucoup plus de travail à faire à l'ordinateur et remplir de quoi, on ne sait pas comment on appelle ça, des papiers, qu'à être directement aux gens en train de leur aider. Des fois, il y a aussi la question de l'impuissance. Et il n'y a pas les remèdes chez nous, à nos hôpitaux. C'est très souvent que l'hôpital n'a pas les remèdes qu'on a besoin. Mais de toute façon, on peut trouver partout qu'on voudrait sauver des vies, mais ça ne dépend pas à nous. Même si on a des remèdes, si on a les connaissances, ça ne dépend pas à nous. Ça ne dépend pas à nous de soulager toute la douleur, même si on a les meilleures techniques. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et quand on n'accepte pas ça, qu'on voudrait sauver la vie des autres, on voudrait soulager la douleur, on voudrait éviter tel problème, telle complication, mais que ce n'est pas possible. Nous pouvons faire le mieux, ce qu'on sait faire, et c'est tout. Le résultat ne dépend pas de nous. Et si on n'accepte pas ça, c'est très facile à passer au burn-out chez les professionnels de santé, à la fatigue professionnelle chronique, la fatigue de ne pas pouvoir aboutir à faire ce qu'on croit que c'est qu'on a étudié et s'est préparé pour ça. Et qu'est-ce qui se passe? On commence pas à entendre les signes que notre corps nous donne, de fatigue, de manque de sommeil. Alors, la première, on est en train de travailler avec la maladie et on n'entend pas, d'habitude,
les signes que notre corps nous donne. J'ai besoin d'exercice, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger de manière salutaire, de bien manger dans le bon sens. Et alors, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est faire attention à votre corps. Votre corps est le seul que vous savez. Si ça s'abîme, c'est abîmé. Alors, il vaut mieux les garder si vous voulez continuer à faire des choses importantes et à sauver des vies, à aider les autres. Il vaut mieux commencer par soigner et faire attention à votre corps. Et ça veut dire dormir le temps qu'il faut, faire l'exercice et manger de manière qu'il faut, de manière qui vous fait du bien. Et il y a une autre chose qui nous passe. Il y a un moment, presque toujours la nuit, quand on voudrait dormir, notre corps veut dormir et dit, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mais une partie à nous, une autre fois l'esprit rationnel, voudrait continuer à travailler. Et alors, on se trouve que notre corps est fatigué, ne peut plus bien penser ou ne peut plus avoir des idées merveilleuses, différentes, créatives. Mais notre esprit veut continuer à penser, à travailler, et il ne fait que répéter les mêmes choses. Et alors, cet esprit rationnel ne comprend pas que sans les repos du corps, n'aurait pas tous la matière primaire à la main pour que notre cerveau fonctionne bien, si? Et avoir des idées différentes et créatives. Alors, je vous recommande ici de faire une autre dissociation, de parler avec votre corps, de parler avec votre esprit rationnel et leur dire que ça ne vaut pas la peine de se battre. Parce que l'un a besoin de l'autre. L'esprit rationnel a besoin du corps pour fonctionner. Sans cerveau ne fonctionne pas. Et le cerveau fait partie de notre corps. Et notre corps a besoin de l'esprit rationnel pour fonctionner comme un être humain. Alors, on va parler dans l'atelier, mais vous savez sûrement beaucoup des idées parce que vous travaillez très bien avec l'hypnose, de comment les remettre en ordre, leur faire se rendre compte qu'ils font partie d'une même équipe et qu'ils font partie de la même personne qui êtes vous. Alors, des idées pratiques, par exemple, une idée pratique, c'est mettre un petit cahier à côté du lit et dire à l'esprit rationnel, toutes les idées qui viennent à ma tête, je vais les noter pour demain. Mais après, je ne vais pas te faire attention, une fois qu'une idée est notée. Et l'esprit rationnel se tranquillise assez souvent. On peut faire bien sûr d'autres choses. Comment se maintenir en paix dans un monde où il y a une surcharge de choses à faire? Comment? Je crois qu'en acceptant qu'on est de la même manière, qu'on est dans un monde qui nous offre, je crois qu'ici aussi, une centaine de chaînes de télévision, par exemple, chaînes, c'est dit, une centaine de chaînes, et qu'on peut voir qu'une, il y a personne qui change, mais de toute façon, je ne crois pas qu'il puisse changer de plus de 10 chaînes et rentrer. De la même manière qu'il faut choisir quelle chaîne de télévision on va regarder, de la même façon que dans une grande ville, il faut choisir dans quel restaurant on va aller. Et dans tous les restaurants, il y a des choses merveilleuses, dans presque tous. Au moins, il y a une dizaine qu'on aime. Et à la ville de Mexico, je dis que chaque moment que j'ai un temps libre, j'ai au moins 8 choses différentes que j'aimerais faire. Une exposition, un concert,
aller au cinéma, regarder des amis, visiter mes frères dans une autre partie de la ville que c'est assez loin, dormir. Bon, alors de la même manière, il faut accepter que dans cette surcharge, il y a des choses qu'il faut faire à tout coup et les faire. Et il y a des choses que peut-être les autres, si on leur montre comment on peut faire et apprendre à déléguer, on dit, et apprendre à déléguer, et que peut-être on a un choix énorme de choses à faire, mais qu'on peut laisser pour le moment ou de côté les autres. Et à un moment donné, j'aime beaucoup écrire. Et à un moment donné, j'ai commencé à écrire. J'avais commencé 3 ou 4 livres en même temps. Et j'ai continué avec ça. Je n'ai pas continué avec ça parce qu'il faut que je me mette à écrire les matériels pour notre école. Et alors, j'ai décidé, bon, je vais faire ce que je voudrais. Et ce qui m'attire le plus, c'est ce que je vais continuer. Maintenant, je sais lequel m'attire le plus. Et c'est un livre sur la folie. Et le travail, et les essais du travail que j'ai fait avec des personnes avec des diagnostics psychiatriques. Et je vais me mettre à faire ça. Et les autres vont rester de côté. Peut-être un jour je les finirai, peut-être jamais. On ne sait pas. Avant, je croyais que quand je vieillirai, j'aurai le temps pour faire toutes ces choses que je n'ai pas le temps maintenant. Mais la dame qui m'aide à la maison, à faire le travail de la maison, un jour qui m'a entendu dire ça, m'a dit non, madame. Vous êtes en train de laisser tellement de choses pour après que vous n'auriez pas le temps non plus. Alors il faut commencer dès maintenant à décider qu'est-ce que vous allez laisser de côté. Alors il faut faire conscience de ça et lire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui est le plus important? Quelles sont les choses qu'on ne peut pas laisser de côté? Ça, c'est très important aussi, apprendre à faire plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut s'apprendre. Les femmes les ont fait depuis il y a très longtemps. Ils finirent de se peindre dans la voiture, ils sont en train de conduire. La maman qui a les bébés ici, en train de parler avec les bébés, qui tourne la soupe, qui est en train de penser au gaz qui est arrivé, et qui répond le téléphone. Les femmes, on a appris depuis toujours à faire plusieurs choses à la fois. Il faut se rendre compte qu'on peut le faire aussi dans le travail, et les hommes peuvent apprendre. Et c'est pas difficile. Bon, s'ils veulent, mais ça leur fera du bien, ils vont en jouir beaucoup ça. Alors, comment apprendre? On sait que notre cerveau droit travaille avec la pensée en bloc. Ça veut dire c'est lui qui nous permet de faire plusieurs choses à la fois. Alors, vous connaissez beaucoup sur ça. Il n'y a que faire des activités qui ont à voir avec le cerveau droit, des activités que vous aimiez, parce qu'on apprend beaucoup facilement si on en jouit ce qu'on est en train d'apprendre. Des activités que vous aimiez qui doivent avoir avec le cerveau droit. Et vous verrez comme petit à petit, vous commencez à faire plusieurs choses à la fois comme nous. Mais de toute façon, je crois que ça, c'est en train de se passer d'une manière naturelle. Je le trouve dans mes petits-enfants. Le plus âgé de mes petits-enfants a presque 24 ans, il est ici. Et les plus grands, et les plus petits a 1 an et demi. Et au long de tous ces âges, je trouve que les plus petits, plus jeunes, ils peuvent faire plus de choses en même temps s'ils sont des garçons ou s'ils sont des filles. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois, il y a moins de différences dans la manière de traiter les garçons ou les filles aux écoles. Je crois que c'est la même chose ici. Il y a à chaque fois plus de filles qui jouent au football. Il y a à chaque fois plus de filles qui étudient dans l'ingénierie.
il y a à chaque fois plus de garçons qui font des choses qui avant c'était considéré des choses, des activités des filles. Et alors ils ont la chance de développer les habilités, toutes ces habilités, tout ce potentiel. Et alors l'essentiel, c'est pouvoir rester en paix, avec la paix interne. Et la paix intérieure, et comment on arrive à cette paix, il y a des gens qui font la méditation, il y a des gens, c'est pas très clair ici, mais qui sont en contact avec la nature, et ils sont des gens qui aiment écrire, réfléchir, et l'hypnose, c'est une technique merveilleuse parce qu'elle nous met en contact avec nous-mêmes, avec notre monde interne, pour nous mettre en paix avec nous-mêmes. Et quand on se met en contact avec notre intérieur, on se met en contact avec ces parties qui, pour moi, touchent le monde et l'univers entier. Cette partie qui contient l'information de tout l'univers dedans moi. Cette partie qui me fait rêver et rentrer dans le monde de rêve, qui est pour les Indiens mexicains, c'est la vraie réalité. C'est cette partie qui fait pousser, éclater ma créativité, mon imagination. Et quand on est en contact avec nous-mêmes, en train de faire l'hypnose, simplement pour être en contact avec nous, on apprend petit à petit à avoir cette paix intérieure, malgré les choses à faire, la surcharge de travail, l'impuissance pour faire ce qu'on voudrait faire et tout ça qu'on a parlé. Bon, merci beaucoup.